Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment la Cour de cassation utilise sa jurisprudence pour faire rétroagir la loi nouvelle. Alors il y en a certains qui se disent un de droit il fait trop de vidéos ces derniers temps, il est en train de craquer. Pas du tout, je suis très sérieux et je voudrais même vous expliquer que c'est dans l'ADN de la Cour de cassation de faire ce genre de choses et que jusqu'à présent elle l'a fait à plusieurs reprises. Je vais vous recenser les illustrations jurisprudentielles de ce point de vue-là, mais que à terme, je pense que ce stratagème-là, elle va y avoir recours de plus en plus fréquemment et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Bien évidemment, vous pouvez télécharger toute la présentation qui se déroule devant vous à partir de ce lien qui sera mentionné d'ailleurs dans le texte sous cette vidéo. Et reprenons donc les choses dans l'ordre. Reprenons les choses dans l'ordre. Et l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est l'article 2 du Code civil qui nous dit bien, qui pose ce principe que la loi nouvelle, elle ne s'applique, elle ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Donc la loi nouvelle, effectivement, elle n'est pas rétroactive, mais la jurisprudence, elle est rétroactive, elle est déclarative. Je vous l'ai expliqué dans cette précédente vidéo à propos donc des circonstances dans lesquelles la Cour de cassation acceptait de moduler les effets dans le temps de sa jurisprudence, ce qui est une situation assez inhabituelle, d'accord. Et je vous avais bien expliqué que elle le faisait justement parce que parfois l'effet rétroactif, l'effet déclaratif de sa jurisprudence est trop brutal. Donc vous voyez que ces deux vidéos, celle que je suis en train de faire là maintenant et la précédente vidéo, il faut les regarder ensemble parce qu'avec ça vous avez une vision à 360 degrés en fait de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et brièvement, pour vous rappeler donc cet aspect déclaratif et rétroactif de la jurisprudence, eh bien en fait, quand la Cour de cassation rend un arrêt de principe dans lequel elle retient une nouvelle interprétation de la loi, eh bien cet arrêt, il peut être invoqué par tous les justiciables en France qui sont devant les tribunaux et qui n'ont pas leur affaire qui a été définitivement jugée. Donc vous voyez bien que quand un justiciable invoque une jurisprudence en plein milieu d'un procès, une jurisprudence nouvelle, eh bien cette jurisprudence nouvelle, elle va s'appliquer à une situation qui remonte parfois bien des années auparavant, une situation qui a débouché sur le procès qui est en cours. Donc vous voyez que par nature, la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est rétroactive, elle est déclarative. Et donc vous avez bien ça en tête. Et il ne faut pas oublier maintenant, quelle est la mission de la Cour de cassation? Si vous allez sur le site de la Cour de cassation, entièrement refondu, très joli et pas très pratique, il faut bien le reconnaître, mais ça on en reparlera une autre fois. Si vous allez donc sur le site de la Cour de cassation, vous voyez premier onglet, quelles sont les missions de la Cour de cassation? On vous cite le code de l'organisation judiciaire. Il y a pour toute la République une Cour de cassation, c'est très important, ce une, c'est ça le mot le plus important de cette phrase, c'est l'article 1. Justement, après on vous dit clairement que le but de la Cour de cassation, c'est d'unifier l'interprétation des lois. Donc la Cour de cassation, elle interprète le droit et elle a un rôle unificateur. D'accord. Et c'est ça, c'est très très important. C'est que la Cour de cassation, elle cherche à rendre les choses cohérentes. D'accord. Et quand je fais parfois des pourvoirs à la Cour de cassation, je propose une solution à la Cour de cassation en disant, vous voyez, ce que je vous propose, c'est cohérent avec tout ce que vous avez dit par ailleurs. Tout se tient avec cette nouvelle idée que j'avance. Vous voyez, ça c'est... Et la Cour de cassation, elle est sensible à ce genre de choses. Elle veut que les choses s'agencent bien les unes par rapport aux autres. Elle veut éviter qu'il y ait des divergences de jurisprudence, des divergences d'interprétation par rapport à la loi, etc. Donc vous voyez que c'est dans son ADN même, quand je vous dis, d'unifier l'interprétation des lois. Or, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien, dans la réalité, en fait, vous avez... entre le moment où une loi nouvelle a été promulguée et le moment où la Cour de cassation va statuer pour la première fois sur cette loi, eh bien, il s'écoule un délai qui parfois est supérieur à 10 ans. Pourquoi? Parce que, très simplement, vous voyez, vous intentez... la loi nouvelle est promulguée. Immédiatement après, ce qui est déjà assez rare, hein, vous faites un procès pour contester l'application de cette loi. Devant le tribunal judiciaire, le délai moyen pour obtenir un jugement, c'est 2 à 3 ans. En matière prud'homale, c'est parfois 3 ans devant le Conseil de prud'homme de Paris. Enfin, il y a un engorgement des tribunaux que, justement, on essaye de résorber avec les nouveaux états généraux là, qui viennent d'être lancés à Poitiers. Donc, vous avez au moins 3 ans pour obtenir votre premier jugement. Devant la cour d'appel, ça dépend des cours d'appel, mais il faut à peu près 2 ans aussi avant d'obtenir un arrêt, parfois plus longtemps. Et la cour de cassation,
elle a fait des progrès, mais ça reste encore de l'ordre de 18 mois à 2 ans avant d'obtenir un jugement. Donc vous faites l'addition de tout ça, vous avez entre minimum 5 ans, vraisemblablement 7 ans, et sachant que comme on ne va pas tout de suite contester l'application d'une loi au lendemain de sa promulgation, c'est quand même assez rare, et bien généralement, il faut attendre 10 ans. Et en 10 ans, eh bien, le chaos a le temps de s'installer. Et je prends un exemple qui est que vous connaissez bien si vous suivez un peu cette chaîne, c'est les barèmes d'indemnisation des licenciements. Ça résulte d'une ordonnance de 2017, donc dès le lendemain de l'ordonnance, il y a eu des licenciements qui ont été prononcés et évidemment, il y a eu des contentieux derrière. Donc vous avez certains conseils de prud'homme qui ont dit les barèmes de licenciement Macron, c'est inconventionnel, c'est contraire à tous les engagements de la France vis-à-vis de l'OIT, etc. Vous avez d'autres conseils de prud'homme qui ont eu une approche un peu plus mesurée en disant il faut faire un double contrôle de conventionnalité abstrait d'un côté et concret de l'autre. Donc d'un point de vue abstrait, les barèmes ne sont pas contraires aux engagements de la France vis-à-vis de l'OIT, mais dans certains cas particuliers, appliquer les barèmes Macron aboutirait concrètement à une inconventionnalité. Et d'ailleurs, c'est mon pronostic, la Cour de cassation devrait statuer dans ce sens-là. Et vous avez encore d'autres conseils de prud'homme qui ont dit il n'y a absolument aucun problème avec ces barèmes d'indemnisation, ça ne méconnaît aucun des engagements de la France vis-à-vis des conventions internationales. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, l'ordonnance, elle date de 2017, on est en 2021, on sait qu'il y a eu des pourvois de ce point de vue-là qui sont instruits devant la Cour de cassation. On n'a toujours aucune date de quand la Cour de cassation va rendre sa décision. Il s'est déjà écoulé, vous voyez, quasiment 5 ans. Donc vous voyez qu'en 5 ans, le chaos s'instaure et la première présidente de la Cour de cassation, quand elle s'est installée dans ses fonctions, on dit, elle a clairement dit que voilà, la mission de la Cour de cassation, et c'est un passage, vous le retrouverez juste en dessous, hein, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là, et vous tomberez exactement sur ce passage-là de la vidéo, elle vous dit bien que la mission de la Cour de cassation, c'est que à peine promulgués et publiés, les textes de loi et leurs décrets soient immédiatement interprétés et appliqués de manière cohérente. Pourquoi ? Parce que c'est ça le rôle d'unification du droit de la Cour de cassation. Et vous voyez que la volonté de Madame Arens, elle est contrecarrée, entre guillemets, par les délais incompressibles qui résultent en fait du fonctionnement du service public de la justice et qui font que dans le meilleur des cas, la Cour de cassation ne statue que 5 ans après la promulgation d'une loi, à supposer qu'un procès ait lieu dès le lendemain de la promulgation de la loi. Donc, voyons en fait comment la Cour de cassation va essayer de justement d'appliquer et d'interpréter de manière cohérente le droit dès qu'il est promulgué. Eh bien, elle a recours justement à ces revirements par anticipation, ces revirements prospectifs. Et c'est un mécanisme, en même temps, quand on y réfléchit un peu, qui n'est pas totalement novateur, puisque si vous lisez donc de la jurisprudence, vous verrez que parfois, en fait, la Cour de cassation, elle interprète le droit français à la lumière des directives européennes. Et ça, c'est un mécanisme qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est un mécanisme qui a permis à la Cour de cassation, en fait, de faire ce qu'on appelle produire un effet utile aux directives. C'est-à-dire que le législateur français, il doit transposer les directives, mais parfois il est paresseux ou il oublie de le faire. Et donc la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a inventé comme système ? Elle a dit, je vais interpréter mon droit interne à la lumière de la directive. Donc elle va utiliser son droit interne, le droit français, le code du travail, etc. Et en fait, elle va lui faire dire ce que disent les directives. Eh bien, en fait, les revirements que je vais vous expliquer, prospectifs ou les revirements d'anticipation, c'est la même chose, mais dans le temps. Donc, vous voyez que le mécanisme de l'effet utile des directives, c'est dans l'espace, d'accord ? On va interpréter notre droit interne à l'aune de nos engagements internationaux. Et là, en fait, le revirement prospectif, c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'on va interpréter le droit ancien à la lumière du nouveau droit. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le mécanisme lui-même. Et voilà, en quoi consiste donc ce revirement prospectif, ce revirement par anticipation ? La Cour de cassation, elle ne va pas rayer l'article 2 du Code civil. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, voilà ce que dit la loi nouvelle. Eh bien, je statue au regard du texte qui est encore, le texte ancien, qui est encore applicable.
Donc je statue au regard du texte ancien, mais ce texte ancien, je vais l'interpréter exactement comme la loi nouvelle. Vous voyez ? Et c'est ça en fait le revirement prospectif ou le revirement par anticipation, c'est que on n'applique pas la loi nouvelle. On dit clairement, voilà la solution qui est retenue par la loi nouvelle. Eh bien, le texte antérieur me permet, parce qu'il est suffisamment large, il me permet de l'interpréter de cette manière-là. Et vous voyez bien que dans ces cas-là, en fait, il y a un lissage dans le temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu, on fait rétroagir la loi nouvelle, c'est que à travers sa jurisprudence, la Cour de cassation finalement applique déjà, mais à travers sa jurisprudence, ce qui apparaît dans la loi nouvelle et qui sera en vigueur ensuite. Et comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la vidéo, la jurisprudence, elle a cet aspect rétroactif, déclaratif, et bien toutes les instances en cours vont pouvoir se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'inspire de la loi nouvelle. Donc vous voyez que par transitivité, la loi nouvelle, elle est votée, elle s'applique à l'avenir, mais elle s'applique déjà à travers la jurisprudence de la Cour de cassation à des situations passées. Et dans tout ça, en fait, il y a une forme d'homogénéité, d'unification du droit à travers la jurisprudence de la Cour de cassation, au prix, il faut bien le reconnaître, d'une certaine rétroactivité de la loi nouvelle qui se fait à travers justement la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc vous pourrez relire le texte que je vous ai mis là, c'est formulé de manière... c'est ce que je mets dans mes mémoires à la Cour de cassation pour tout vous dire. Donc vous voyez que dans les années 90, on a dit la Cour de cassation, elle faisait le forçage du contrat. C'est-à-dire qu'elle inventait dans les contrats des clauses qui étaient juste sous-entendues. Et bien là, en fait, on assiste à ce qu'on appelle le forçage des textes. Et j'ai essayé de synthétiser, en fait, à quelles conditions la Cour de cassation fait ce revirement de jurisprudence prospectif ou d'anticipation. Et je pense en avoir identifié 3. Alors ça, c'est une interprétation qui m'est personnelle, d'accord ? Donc ça n'engage que moi. Mais ce que j'ai remarqué, et on va le vérifier avec les exemples que je vais vous donner juste en dessous, c'est que pour pouvoir faire ce revirement de jurisprudence prospectif, il faut que le texte ancien, au regard duquel, qui est applicable à la situation en cause, d'accord ? Il faut que le texte ancien, il soit large. D'accord ? Il puisse faire l'objet d'une interprétation assez novatrice. Autrement dit, voyez, si vous avez un texte qui vous dit les cotisations sociales pour 2012, c'est un taux de 22, et que la loi nouvelle en 2021 dit les cotisations sociales maintenant c'est un taux de 7, bon, vous voyez, le texte ancien, il est tellement précis qu'on ne peut pas interpréter ce texte qui dit 22 en disant, en fait, non, il voulait dire 7, voyez. Donc, il faut qu'on ait un texte qui soit large et qui permette, en fait, une interprétation. Ça, c'est la première chose. La deuxième condition qui peut expliquer pourquoi la Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence par anticipation, c'est que sa solution antérieure, elle était contestée. Alors, soit elle était contestée par la doctrine, soit il y avait une certaine réticence de la part des juges du fond. Et on va voir qu'il y a un des 3 exemples que je vais vous donner ensuite qui est assez topique de ce point de vue-là. Et dernière chose, la dernière condition, c'est qu'il faut que la loi nouvelle, elle traduise, bon, c'est un peu grandiloquent, un changement de paradigme, mais qu'elle marque vraiment une évolution majeure. Vous voyez, il faut que l'intention du législateur, ça a été de faire quelque chose de neuf ou quelque chose auquel il y a une certaine adhésion assez forte, vous voyez, que l'on ressent de la part des parlementaires et de la société française. Donc ça marque une évolution sociétale, vous voyez, un changement de paradigme, une évolution sociétale, ou alors, à défaut de marquer justement ce changement d'idée très très forte, il faut que le nouveau texte, soit un texte qui soit plus précis, qui énonce une règle beaucoup plus précise que le texte ancien. Alors voyons comment en fait ces 3 conditions se retrouvent dans les exemples connus en fait qu'il y a de revirement prospectif. Alors le premier exemple qui est le plus connu en fait, c'est la réforme du droit des obligations. La réforme du droit des obligations, vous savez qu'elle a eu lieu donc par une ordonnance de 2016. Et cette ordonnance de 2016, elle est venue par exemple nous définir ce qu'est par exemple le contrat de promesse.
Auparavant, la promesse, c'était juste un contrat dont le régime juridique avait été progressivement dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais il n'y avait aucun article du Code civil de ce point de vue-là. Et avec la réforme du droit des obligations, on a dorénavant, dans le Code civil, une distinction très nette entre ce que constitue une offre de contrat et ce que constitue une promesse de contrat. Et dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, qui est un arrêt de la Chambre sociale de 2017 publié au bulletin, la Cour de cassation a clairement, justement, fait évoluer sa jurisprudence. Avant, en fait, et la solution, vous la retrouvez en fait dans l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de cassation, pendant très longtemps, elle considérait que lorsque l'employeur, il propose un emploi à quelqu'un, qu'il détermine la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, donc les 3 conditions que vous voyez apparaître là, eh bien, on n'est plus dans le cadre d'une offre d'emploi, mais on est carrément dans le cadre d'une promesse d'emploi. Et dès lors qu'il y a une promesse d'emploi, le salarié, il n'a même pas besoin de dire oui, parce que évidemment qu'il va dire oui. Et donc, si l'employeur rompt cette promesse d'emploi, on considère que c'est nécessairement un licenciement, et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il est verbal, et surtout que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Donc ça, c'était la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qu'elle a retenue pendant des années. Et vous voyez que dans cet arrêt de 2017, la Cour de cassation, elle commence son chapeau, d'accord, son chapeau en visant bien les 2 articles qui étaient encore applicables, donc l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable, nous dit bien la Cour de cassation, et l'article 1221.1 du Code du travail. En fait, ces 2 articles, l'article 1134, il dit quasiment rien, il dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi, etc. Je ne me rappelle plus exactement, mais vous voyez, c'est un texte qui est extrêmement large, c'est le texte tarte à la crème à l'époque, et l'article 1221.1, il dit rien, il dit juste le contrat de travail est soumis au droit des obligations. Donc vous voyez que ces 2 textes-là sont très larges et peuvent faire l'objet d'une interprétation beaucoup plus fine. Et que nous dit la Cour de cassation après ? Elle nous dit, voilà, l'évolution du droit des obligations conduit à apprécier différemment, donc à faire un revirement de jurisprudence, et à modifier en fait notre jurisprudence antérieure sur les promesses de contrat pour définir clairement ce que constitue une offre de contrat et une promesse de contrat. Et l'offre de contrat, dorénavant, en fait, c'est exactement l'équivalent de ce qu'était avant la promesse de contrat. D'accord ? Donc, la Cour de cassation dit, dorénavant, cette offre de contrat, elle peut être librement rétractée. Et la promesse unilatérale de contrat, en revanche, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est un véritable contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, etc., etc. Je vous passe les détails et tout. Mais vous voyez bien que la Cour de cassation, elle a puisé dans les nouvelles règles du droit des obligations qui sont issues de l'ordonnance de 2016 pour faire évoluer sa jurisprudence antérieure qui reposait sur des articles très généraux qui étaient l'article 1134 du Code civil et 1221.1 du Code du travail. Vous avez la même chose, toujours dans l'évolution du droit des obligations, 2 arrêts, je les ai mis en ordre antéchronologique, j'aurais peut-être dû le faire dans l'ordre chronologique, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant là, c'était sur des mandats d'agents immobiliers. Et en fait, il y avait toute une jurisprudence à propos de la validité des mandats des agents immobiliers qui était sanctionnée soit par une nullité relative, soit par une nullité absolue. Et vous voyez bien que la Cour de cassation, la nouvelle solution de la Cour de cassation, elle va s'appliquer à des faits qui sont survenus en 2007 et en 2008. Donc vous voyez bien, ça c'était vraiment pour que vous mesuriez l'effet déclaratif rétroactif de la jurisprudence. La Cour de cassation, elle statue en 2017 sur des faits qui remontent 10 ans auparavant. Et la solution qu'elle va retenir dans sa décision, elle s'inspire d'une réforme du droit des obligations de 2016. D'accord ? Donc la Cour de cassation, elle statue au regard des textes anciens, mais elle les interprète à la lumière de la loi nouvelle de 2016 pour l'appliquer à des faits qui remontent à 2007. D'accord ? C'est pour que vous mesuriez bien à quel point parfois la jurisprudence, c'est brutal, d'accord ? Parce que c'est une rétroaction, sans le dire, mais une rétroaction quand même, avec un délai de 10 ans, d'accord ? Et ce que dit la Cour de cassation ici, vous voyez, c'est que, voilà, avec la réforme du droit des obligations, on a défini le critère entre la nullité absolue et la nullité relative.
La nullité absolue, c'est à chaque fois qu'il en va de l'intérêt général, et la nullité relative, c'est à chaque fois, en fait, qu'on sauvegarde un intérêt privé. Et surtout, l'autre apport de la réforme du droit des obligations, c'est qu'on a défini ce que c'est que la ratification d'une nullité relative. Et donc, la Cour de cassation dit là, eh bien, en fait, les prescriptions formelles, donc les mentions obligatoires, entre guillemets, que doit respecter le mandat d'un agent immobilier, ça n'est plus, comme ça l'était auparavant, sanctionné par une nullité absolue, mais au regard de l'évolution du droit des obligations, puisque cette nullité, elle a pour objet de protéger un intérêt privé, eh bien, c'est une nullité relative, et elle peut faire l'objet d'une ratification, ce qui était le cas en l'occurrence. Et le premier arrêt, donc l'arrêt le plus important qui a amorcé en fait ces revirements fondés sur l'évolution du droit des obligations, c'est un arrêt de chambre mixte qui lui aussi avait trait au mandat d'agent immobilier, donc je passe rapidement dessus. De toute manière, vous pouvez le relire tranquillement en téléchargeant la présentation que je suis en train de vous faire dérouler. Donc vous voyez bien que à travers ces premiers exemples que je vous ai donnés, on répond bien aux trois conditions que j'avais identifiées au départ. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui est général, genre article 1134, qui est susceptible de laisser place à une interprétation très précise. Vous avez ensuite une solution qui était un peu décriée, entre guillemets. Là, par exemple, pour les agents immobiliers, vous voyez, c'est permettre l'annulation et une annulation absolue en fait de leur mandat, ça remettait en cause tout ce qu'ils avaient fait pendant des années. Donc c'était une sanction qui paraissait un peu disproportionnée et qui surtout pouvait être invoquée et instrumentalisée de mauvaise foi par certains mauvais payeurs. Donc en fait la Cour de cassation elle a fait ce revirement pour justement protéger les agents immobiliers face à des gens qui utilisaient et instrumentaliser en fait une nullité absolue. Pour la chambre sociale, dans la définition de l'offre d'emploi et des promesses d'emploi, vous voyez bien que la solution, elle était critiquable au sens où on reconnaissait l'existence d'une promesse pour considérer immédiatement qu'elle avait été rompue et que c'était forcément un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même que le salarié n'avait jamais travaillé dans l'entreprise. Donc vous voyez que c'était une sanction qui paraissait disproportionnée au regard du préjudice réel qu'a pu causer en fait l'attitude de l'employeur. Bon, je ne rentre pas dans plus de détails de ce point de vue-là. Voyons maintenant un deuxième exemple qui est assez parlant, je trouve, et on va y retrouver justement les ordonnances Macron. Alors, voilà, la solution de base, la première solution qui avait été retenue, c'est cette solution-ci, c'est à propos en fait des subventions que l'employeur doit verser au comité d'entreprise ou au comité social et économique, pour que justement ce CSE, ce CE puisse faire ses activités sociales et culturelles. Et ce que disait le Code du travail à l'époque, c'est que cette subvention, elle est calculée à partir de la masse salariale de l'entreprise. Sauf que le Code du travail ne définissait pas ce qu'était la masse salariale. Donc la Cour de cassation, à partir d'un arrêt de la Chambre criminelle de 91, mais qui a été ensuite relayé par la Chambre sociale à de nombreuses reprises, disait la masse salariale, c'est celle qui est définie dans le plan comptable général à l'article 641. Donc on applique le plan comptable. Puis on s'est rendu compte que dans l'article 641, il n'y avait pas exactement tout ce qu'il fallait, donc on a fait une sorte de retraitement du plan 640, du compte 641. La Cour de cassation a ajouté certaines sommes dedans, elle en a retiré d'autres, etc. C'était une jurisprudence qui était un peu compliquée, assez technique, mais c'était une solution qui était favorable au comité d'entreprise, au CSE, enfin les CSE n'existaient pas encore à l'époque, mais au comité d'entreprise. Donc c'était une solution qui était plutôt généreuse et les employeurs étaient farouchement contre cette solution et ils n'arrêtaient pas de réclamer qu'on leur applique au contraire, qu'on calcule la masse salariale à partir du Code de la Sécurité sociale, à partir de l'article 242.1. L'article 242.1, c'est en fait ce qui définit l'assiette des cotisations sociales. Et donc cette assiette-là a été moins généreuse que le compte 641. Et vous voyez que c'est un contentieux qui était assez rémanent, et surtout c'est un contentieux sur des sommes qui étaient parfois énormes, parce que généralement les procès qui se nouent là-dessus, c'est pour des grands groupes, donc vous imaginez que le montant des contributions patronales, ça se chiffre en dizaines, voire en centaines, voire en millions d'euros. Et certaines cours d'appel étaient favorables, entre guillemets, aux employeurs, notamment la cour d'appel de Versailles, et elles résistaient en fait à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a fait un revirement par anticipation dans cet arrêt justement du 7 février 2018.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Entre-temps, vous voyez, le 7 février 2018, il s'est passé quoi entre-temps? Il s'est passé 2017, il s'est passé les ordonnances Macron. Et dans les ordonnances Macron, on a modifié ces articles-là du Code du travail, qui sont devenus, d'ailleurs, ils ont changé de numérotation, c'est devenu en fait les articles 23, 15, 61 et 23, 12, 83, peu importe le numéro. Mais dans ces articles-là, avec les ordonnances Macron et la loi du 29 mars 2018, on a dit, dorénavant, la masse salariale, c'est quoi? C'est l'article 242.1 du Code de la Sécu, c'est l'assiette des cotisations sociales et rien d'autre. Et la Cour de cassation, alors qu'on s'y attendait pas du tout, dans cet arrêt du 7 février 2018, elle dit l'évolution de la jurisprudence, alors qu'en réalité, c'est pas l'évolution de la jurisprudence, c'est l'évolution de la loi, d'accord? C'est la loi du 23 mars 2018 qui est clairement venue affirmer que la masse salariale, elle s'entend de comment? De l'assiette des cotisations sociales de l'article 241 du Code de la Sécu. Mais la Cour de cassation, vous voyez un peu cette petite expression qui n'est pas totalement honnête, on va dire, elle dit l'évolution de la jurisprudence fait que la référence au compte 641, ça devient un peu trop compliqué. On va simplifier tout ça, et dorénavant, la masse salariale, ça s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations qui sont soumis aux cotisations sociales en application de l'article 242.1. Voilà. Donc ça, c'est clairement, vous voyez, c'est clairement la Cour de cassation, en février 2018, elle fait plaisir à Macron fraîchement élu, et elle fait une évolution de sa jurisprudence pour appliquer à des situations qui remontaient parfois à des dizaines d'années, une solution qui apparaît dans le droit positif et qui devient véritablement applicable à travers la loi du 29 mars 2008, à travers les articles 23.15, 61 et 23.15, 83. D'accord? Donc là, vous avez un exemple magnifique, d'accord, d'une véritable rétroaction de la loi nouvelle dans le droit antérieur, parce qu'on va réinterpréter le droit antérieur à l'aune de cette loi nouvelle. Dernier exemple aussi, parce que c'est un exemple que je trouve assez parlant, c'est un contentieux qu'on considérait comme étant un gros contentieux, un contentieux qui ennuyait la Cour de cassation, entre guillemets. Parce que ça faisait beaucoup de pourvois chaque année, ça fait un flux de pourvois, et elle en avait marre de statuer là-dessus. Donc pendant 30 ans, vous avez des centaines, voire peut-être même des milliers d'arrêts, où la Cour de cassation a dit que dans un prêt immobilier, s'il y a une erreur sur le taux d'intérêt, eh bien on va annuler ce taux d'intérêt et on va lui substituer l'intérêt légal. Et pour faire ça, la Cour de cassation, en fait, elle s'est appuyée sur 2 articles, et on va revenir dessus juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, vous avez une ordonnance qui est venue modifier cette sanction, lorsque le taux est faux, le TEG, le fameux taux effectif global, lorsque le TEG est faux, y compris dans un emprunt immobilier, dorénavant, en fait, on va déchoir le prêteur des droits aux intérêts, et cette déchéance des intérêts, elle est fixée par le juge, et la Cour de cassation dit, le juge, de ce point de vue-là, il a un pouvoir discrétionnaire, donc il n'y aura plus de pourvoi sur cette question, le pourvoi est irrecevable. D'accord? Donc en fait, grâce à cette évolution de la loi, qui était voulue par les banques, d'ailleurs, au passage, eh bien en fait, la Cour de cassation, elle a tari le contentieux devant elle. Donc elle était très contente de ça, et elle était tellement contente de ça qu'elle s'est dit, je vais même faire un revirement anticipé, comme ça je vais aussi tarir le contentieux qui est encore actuellement devant les juges du fond, d'accord? Je ne veux plus jamais en entendre parler, donc elle a fait ce revirement de jurisprudence, et elle a dit, dorénavant, même pour les prêts qui sont antérieurs à la loi du 17 juillet 2019, la sanction d'un TEG qui est erroné, c'est la déchéance des intérêts. D'accord? Et donc elle le fait à travers tous les arrêts que vous avez là. Il y en a d'autres des arrêts, je crois que j'en ai vu passer récemment. Mais l'exemple qui me paraît, moi, le plus parlant de ce qu'est un revirement de jurisprudence prospectif, c'est cet arrêt du 10 juin 2020. Pourquoi? Parce que regardez comment la motivation de la Cour de cassation est structurée. Elle nous dit, voilà, le texte applicable, c'est l'article 313.2 alinéa 1 du Code de la Conso, dans sa rédaction antérieure à 2016. Donc là, vous voyez, on remonte vraiment loin. Et sur le fondement de ce texte
Et sur le fondement de l'article 1907 du Code civil, l'article 1907 du Code civil, il vous dit juste que l'intérêt, il est soit conventionnel, soit légal. Donc soit l'intérêt, vous l'avez conclu avec votre co-contractant, et si vous n'avez rien dit, eh bien on applique l'intérêt légal. C'est en fonction de ces deux textes-là que la Cour de cassation, dans son ancienne jurisprudence, depuis 81, elle disait que en cas d'erreur sur le TEG, eh bien on applique le taux d'intérêt légal. Donc là, la Cour de cassation nous dit, voilà le droit qui est applicable, voilà la solution que je retenais auparavant. Et vous voyez, motivation développée, elle va jusqu'à recenser les arrêts de principe sur cette question. Et ensuite, la Cour de cassation nous dit, voilà ce que nous dit le droit dorénavant. Mais le droit qui n'est pas applicable au fait de l'espèce. Hein. Mais on nous dit bien, elle prend le soin de dire, voilà, la loi nouvelle, qui n'est pas applicable, elle nous dit que dorénavant, hein, à partir de 2019, eh bien, c'est plus l'annulation et la substitution, mais c'est simplement la déchéance du droit aux intérêts. Donc, dans ces conditions, nous dit la Cour de cassation, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions. Et donc, de retenir que, de faire un revirement de jurisprudence et de dire, bah, pour les prêts qui ont été conclus avant 2019, on va également appliquer la même sanction, ce qui sera la déchéance des intérêts. Donc dorénavant, on a uniformisé les sanctions, on a interprété le droit ancien exactement comme ce que dit le nouveau droit. Donc on ne fait pas rétroagir, à proprement parler, le nouveau droit parce qu'il n'est pas encore applicable, mais on le fait quand même un peu puisqu'on va interpréter l'ancien droit exactement de la même manière que le nouveau droit. Et le but, c'est quoi ? C'est justement d'uniformiser le régime des sanctions. Et vous voyez bien que ça va bien avec ce que prône la première présidente de la Cour de cassation, que dès que les lois soient promulguées, elles font l'objet d'une interprétation cohérente. Et bien là, en fait, la Cour de cassation, en utilisant ces revirements de jurisprudence prospectifs, elle n'interprète pas la loi nouvelle, mais elle s'assure qu'il y ait une cohérence avec le droit ancien, et qu'il n'y ait pas, en fait, cette espèce d'anachronisme qui voudrait que la Cour de cassation, pendant un certain temps, elle continue à appliquer ses jurisprudences anciennes au regard des textes anciens, alors que l'on sait pertinemment que le droit nouveau, lui, a changé. D'accord ? Donc c'est ça en fait l'idée à travers ces revirements de jurisprudence prospectif. C'est une vidéo qui était un peu longue, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, c'est quelque chose qui doit se plaider. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous voyez que le droit, une loi nouvelle va dans votre sens, et que la jurisprudence antérieure n'est pas dans votre sens, il faut plaider en fait le revirement de jurisprudence. Il faut essayer d'inviter le juge à interpréter le droit ancien à l'aune de la nouvelle loi, même si cette nouvelle loi n'est pas encore applicable. Et donc n'hésitez pas à télécharger ce document si vous avez besoin de références jurisprudentielles pour faire du copier-coller. Faites-vous plaisir, à bientôt.